La chaîne Beit El Khibra vous présente l'économie de la connaissance. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, c'est l'économie de la connaissance. Dans cette présentation, il y aura 3 parties. Premièrement, nous allons aborder l'historique de cette nouvelle économie de la connaissance en définissant la connaissance et ses caractéristiques et les acteurs de l'économie de la connaissance. En deuxième partie, nous allons montrer comment les GAFAM sont devenus les meneurs de cette nouvelle économie. Et en troisième et dernière partie, nous allons mettre la lumière sur le rôle que peut jouer l'Afrique et le monde arabe dans cette nouvelle tendance. La nouvelle économie existe et elle est là. La preuve, c'est qu'elle est gravement malade. Les effets secondaires de sa maladie, c'est le taux de chômage et le taux d'inflation plus élevé que jamais. Et son taux de croissance négatif l'a fait entrer en réanimation. L'émergence d'une nouvelle économie engendrée par la numérisation des communications, de l'énergie, des transports, c'est-à-dire tout simplement l'Internet des objets, qu'on a déjà vu sur la vidéo précédente, l'industrie 4.0, si vous vous rappelez. C'est une économie fondée sur la connaissance, le savoir et l'innovation, et s'inscrit dans un contexte de mondialisation, d'ouverture des marchés et d'une circulation toujours plus grande de l'information. Cette nouvelle économie est caractérisée par le passage d'une économie de possession à une économie d'usage, l'ubérisation du secteur tertiaire, le passage d'un marché au réseau, transformation des clients en consommateurs, c'est-à-dire producteurs et consommateurs en même temps, l'importance de l'immatériel dans les opérations de cette nouvelle économie. Donc la nouvelle économie n'est rien d'autre que le savoir transmis et partagé. Elle est appelée encore la connaissance est un actif immatériel. Donc, on va voir ici l'évolution à partir d'une donnée simple qui n'a aucune valeur, qui a une valeur faible, puis se transforme après traitement en une information, et il devient, après tri et classement, en connaissance. Une action appliquée sur cette connaissance, une action et une réflexion donne ce qu'on appelle, comme ça en jaune, un savoir. Et l'application et l'industrialisation de ce savoir devient un savoir-faire qui a une valeur très très forte. La valeur ajoutée, elle est croissante à partir d'une donnée à un savoir. En tant que ressource, la connaissance peut être caractérisée par qu'elle est inépuisable, car la connaissance ne se détruit pas dans l'usage. Encore, la connaissance est un bien cumulatif, dans le sens où toute connaissance peut être le facteur principal de la production de nouvelles connaissances. La connaissance s'accroît quand il est partagé. Elle est incontrôlable, la connaissance. Elle est difficilement contrôlable. Il peut s'échapper en permanence de l'entité qui l'a créée, qui l'a produite. La connaissance est un constituant immatériel de l'entreprise. On peut l'identifier séparément et il participe aux opérations génératrices de rentabilité, présentes ou futures, mais dont la valeur ne figure pas au bilan de l'entreprise. Donc, cette connaissance et ce savoir, il a une valeur. La valeur, elle est
une valeur plus faible quand il est une donnée publique, à valeur d'usage plus faible quand il est une donnée, mais il se transforme en connaissance et savoir qui a une valeur d'usage plus forte et en fonction de son utilité, de sa rareté et de sa complexité. Dans cette nouvelle économie, les acteurs sont les clients, devient un consommateur ou prosommateur, producteur et consommateur en même temps, désigne un consommateur de plus en plus impliqué dans le développement du produit et de son usage. Le marché a passé d'un marché de biens personnels à l'accès aux relations et expériences en réseau et communaux collaboratifs, l'exemple du covoiturage. Le produit a passé d'un bien personnel en possession du propriétaire à un bien d'usage et outil d'exploitation de richesses à tout moment. L'économie du savoir profite aux GAFAM. Les GAFAM sont les fameuses entreprises stars de la Silicon Valley en Californie, aux États-Unis, et ils ont envahi notre quotidien. Ils ont même donné naissance à des petits qu'on appelle les natures. Ces startups créées dans des garages sont ainsi devenues les plus grandes capitalisations boursières en 10 juin 2020. La capitalisation boursière des GAFAM dépasse de loin celui du Japon, l'Allemagne et les Royaumes-Unis. Comme vous voyez ici, voilà les GAFAM, ils dépassent de loin. Si on prend tout simplement la valorisation de Google tout seul, il dépasse de loin celui du PIB des Pays-Bas, classé 17e sur le rang des pays les plus riches au monde. Toutes les entreprises du GAFAM sont en position dominante et ils renforcent cette position par l'achat des petites startups comme WhatsApp, Instagram, rachetés par Facebook et LinkedIn, rachetés par Microsoft, qui viennent tout simplement compléter les services qu'elles proposent, ce qui leur permet un monopole abusif. Et face à cette concentration du pouvoir technologique et financier, la Chine a créé Batex. Ces entreprises chinoises sont devenues les plus grands concurrents du GAFAM. Baidu, c'est l'équivalent de Google en Chine. Xiaomi en Chine, c'est l'équivalent d'Apple. Tencent en Chine, c'est l'équivalent de Facebook. Et Alibaba, comme vous le savez, c'est l'équivalent de Amazon. Le classement des GAFAM comme les 5 premières entreprises au monde symbolise bien le passage d'une économie de la possession à une économie d'usage qui est totalement et définitivement orientée vers les services numériques. Et voilà les 4 entreprises exemples qui concrétisent bien ce passage. Les économies changent, les recommandations changent, l'approche que nous portons à l'économie et l'espoir que nous mettons dans l'économie a changé. L'Afrique et le monde arabe ne doivent pas attendre longtemps pour s'adapter au changement, car ils risqueront de manquer le bateau. Donc, je vois qu'il est impératif que le monde arabe et l'Afrique conçoivent un écosystème cohérent d'innovation et de la connaissance, et de faire du recherche et développement
un facteur clé de la stratégie de développement dans cette nouvelle économie. Mais la question qui se pose, comment faire? L'Afrique et le monde arabe, ils ont des atouts, ils ont des potentialités. Regardez la superficie de l'Afrique est plus de 3 fois supérieure à celle des États-Unis et de la Chine. La population de l'Afrique, c'est 1,1 milliard d'habitants. Celle du monde arabe est 429 millions, plus de 429 millions d'habitants. Donc, les ingrédients sont là. Il y a les GAFAM américains et il y a les BATEX chinois. L'Afrique et le monde arabe n'ont pas des entreprises de cette taille. Et la principale façon de lutter contre ces géants qui ont envahi le monde, c'est d'avoir les mêmes armes. Alors, l'unification de l'Afrique et le monde arabe en matière du numérique, de l'innovation et de recherche et développement est absolument fondamentale pour créer notre modèle économique et notre écosystème que j'ai appelé Gamma. Gamma, c'est les pays du Golfe comme fournisseurs de fonds de financement, les pays arabes et les universités du monde arabe comme fournisseurs de compétences, A comme arabe, et M, Maroc, c'est le fournisseur d'expertise qu'il a développé en industrie 4.0 comme Maroc Tech et dans les nouvelles technologies, et l'Afrique comme fournisseur de matières premières pour cette industrie. Donc, les ressources que j'ai utilisées, c'est 2 ouvrages et 2 liens vers des vidéos YouTube. Je me suis inspiré dans cette présentation de 2 économistes, 2 essayistes, 2 consultants internationaux en économie et management. C'est M. Jeremy Rifkin et Driss Aberkan. Veuillez vous abonner dans notre chaîne Beit Al-Khibra.